Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le torchon brûle encore une fois entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23 qui combat l'armée congolaise dans l'est de ce vaste et riche pays d'Afrique centrale, qu'est la RDC. Donc, on compte déjà plus de 50 000 déplacés. Le Kenya annonce l'envoi de troupes pour combattre les rebelles alors que l'Union africaine appelle à un cessez-le-feu immédiat. Que se passe-t-il réellement dans la partie est du Congo? On essaie d'en savoir plus avec notre invité. Il s'agit de Henri Nzouzi, analyste politique et spécialiste de l'Afrique centrale, qui est aujourd'hui avec nous sur le plateau de Médien TV. Henri Nzouzi, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir partagé, Oumar. Merci. Alors, depuis quelques jours, on annonce que la rébellion du M23 est à quelques kilomètres de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est de la RD Congo. Qu'est-ce qui s'y passe réellement? Alors, il faut d'abord rappeler qu'il y a de cela un peu plus de 4 mois, cette rébellion a pris le contrôle de la ville frontière de Bunagana, située entre la RDC et l'Ouganda. Ces derniers jours, il y a eu une contre-offensive du M23 qui a abouti à la prise de la ville de Rutshuru Centre et de Kiwanja, ce qui, bien évidemment, a fortement mécontenté les autorités congolaises qui ont, dans la foulée, expulsé l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Alors, sur le terrain, restons sur le terrain, on viendra tout à l'heure sur le volet diplomatique. D'accord. Est-ce le M23 est beaucoup plus fort que l'armée congolaise ou qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer cette avancée quand même jusqu'à quelques kilomètres de Goma? Alors, il faut peut-être revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire ce fameux rapport des Nations Unies qui pointe d'un doigt accusateur le Rwanda pour un soutien supposé, en tout cas, à cette rébellion. Il y a de cela quelques semaines, à la surprise générale, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a avoué qu'une des raisons pour lesquelles la MONUSCO était impuissante, c'est parce qu'elle avait face à elle une rébellion qui semblait avoir des moyens militaires extrêmement performants. Ce qui est venu en écho confirmer d'une certaine manière ce qui était déjà avancé dans ce rapport onusien qui parlait justement d'un soutien logistique et matériel du Rwanda vis-à-vis de cette rébellion du M23. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est important pour pouvoir analyser cette situation, c'est peut-être de remonter à 20 ans de cela, puisque il faut savoir que le 30 juillet 2002 à Pretoria, la RDC et le Rwanda ont signé un protocole d'accord dans lequel le Rwanda s'engageait à retirer toutes ses troupes en fait du territoire national. Et 2 semaines plus tard, à Luanda, c'est la RDC et l'Ouganda qui ont procédé au même exercice. La seule difficulté, bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement, un acte de bonne foi de la part de certains de ces signataires, mais ce qui n'a pas empêché déjà à l'époque la RDC, 7 ans plus tard, en 2009, d'inviter les troupes rwandaises de venir à ses côtés pour lutter notamment contre les dernières poches de résistance des FDLR dans le cadre de l'opération Umoja Wetu. Le même exercice d'ailleurs a été fait par l'Ouganda. Nous avons donc un pays qui a toujours tendu la main à ses voisins pour trouver une solution à la problématique, je dirais, sécuritaire. Et le 23 mars 2009, il y a eu ces fameux accords d'Iwusi qui ont été signés par le CNDP de l'époque, de Laurent Nkunda, qui, 3 ans plus tard, se transformera en M23, à la suite justement du non-respect des accords qui avaient pourtant été signés. Et cela beaucoup plus du côté du CNDP, puisque la grande problématique pour ces groupes armés-là, notamment, c'est de pouvoir rester dans la zone dans laquelle ils sont implantés, en acceptant éventuellement un brassage au sein de l'armée, mais là où ça pose problème, c'est à leurs conditions. Et puis, la suite, évidemment, on la connaît, puisque la ville de Goma, en 2012, sera contrôlée pendant quelques jours par ce fameux M23, et il faudra attendre le 24 février 2013 pour que l'accord cadre d'Addis Abeba soit signé par les 11 pays membres de la CIRGL, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, qui prenait pour la première fois conscience de la nécessité de pouvoir trouver une solution mutuelle, en tout cas, pour résoudre cette situation
sécuritaire. Et quelques mois plus tard, évidemment, le M23 sera défait. Et ce sont les déclarations de Nairobi qui seront signées et nous aurons une accalmie de 8 ans jusqu'à l'an dernier, puisque maintenant les hostilités ont repris. Effectivement, vous parlez de Nairobi, donc Nairobi, le Kenya, qui décide donc de l'envoi de troupes sur place. Alors, le Kenya, quand même, c'est en Afrique de l'Est. Bien sûr. Est-ce un mandat sous Union africaine ou sous ONU, sachant que les forces de l'ONU se sont retirées? Alors, comment expliquer justement d'abord, les forces de l'ONU ne se sont pas retirées. Il y a un plan de désengagement. Il y a un plan de désengagement progressif de la MONUSCO qui a été acté l'an dernier par le Conseil de sécurité à la faveur d'une résolution. Plutôt, c'est une initiative qui vient de la communauté des États d'Afrique de l'Est, avec bien évidemment cette volonté de pouvoir rétablir un tant soit peu la sécurité dans cette zone. Je rappelle quand même que c'est depuis quelque temps, à peine que la RDC a fait son entrée en tant que pays membre de cette organisation. Il s'agit là d'une initiative du Kenya qui souhaite faire en sorte qu'il y ait au sein de cette organisation une entente, en tout cas, entre certains pays membres. Donc, il s'agit d'une brigade qui devrait être déployée. Les premières troupes à avoir pris pied, en tout cas, sur le sol congolais, ce sont les troupes burundaises, qui sont pour l'instant localisées dans le sud Kivu. Et vous l'avez annoncé tout à l'heure, le Kenya envoie effectivement des troupes parce que le président nouvellement élu, Ruto, a estimé qu'il était important de venir en aide à la RDC. Alors, aujourd'hui, vous l'avez mentionné, on voit pas mal d'interventions. Il y a le cas de l'Ouganda, du Rwanda, aujourd'hui le Kenya. Alors finalement, on a l'impression quand même que la RDC, excusez de l'expression, c'est comme un grand corps malade dont les voisins, quand même, chacun tape de son côté ou fait des incursions de son côté. Comment expliquez-vous cette fragilité? Pourquoi la RDC n'arrive pas à résoudre ces maux internes? Alors, il y a plusieurs choses en fait qu'il faut mettre en évidence. La première, c'est que certes, il y a beaucoup d'initiatives qui sont concomitantes. La seule chose que l'on pourrait peut-être reprocher, c'est qu'il n'y a pas toujours suffisamment de cohérence dans l'articulation de ces initiatives. Le processus de Luanda, qui a vu le jour il y a de cela plusieurs mois maintenant, avait prévu notamment une feuille de route en plusieurs points. Parmi les points importants, il y avait bien évidemment la création d'un organisme ad hoc, en fait, de vérification sous commandement angolais. Cela est fait pour essayer justement de pouvoir vérifier les différentes déclarations des parties en présence. La deuxième chose qui était prévue, c'était un cessez-le-feu immédiat. Ce cessez-le-feu n'a jamais été acté. Pendant ce temps, à Nairobi, il y avait une autre initiative, cette fois-ci sous médiation kenyane, qui avait pour objectif de mettre autour de la table des discussions, la RDC bien évidemment, avec les différents groupes armés qui écument la partie est de la RDC. Là encore, le processus a piétiné parce que, une fois de plus, le M23 a d'une certaine manière volé la vedette à toutes ces initiatives en se positionnant véritablement comme le principal groupe armé. Je rappelle que lors de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, en marge de cette session, Emmanuel Macron a réuni Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lors de cette rencontre, il avait été, semble-t-il en tout cas, décidé que le M23 quitterait Bunagana. C'est un engagement qui avait été pris par Paul Kagame. Aujourd'hui, 3 mois après, un peu plus de 2 mois en tout cas, il n'y a toujours pas eu d'avancée à ce niveau-là. Je dirais que il y a une manière de jouer la montre d'une certaine manière pour essayer de revenir à la table des discussions en position de force. Les positions n'étant pas figées, bien évidemment, les acteurs s'observent et se regardent en chien de faïence pour savoir qui aura l'initiative, avec en toile de fond, bien évidemment, les mêmes revendications de protection de minorités, etc., mais avec des conditions qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être acceptées par la partie congolaise, à savoir une amnistie, bien évidemment, une intégration dans l'armée, et puis surtout, le plus inacceptable, semble-t-il, c'est une participation aux institutions. Un exercice qui a déjà eu lieu dans le passé et qui a montré toutes ses limites. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la rencontre entre Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda aux Nations Unies, donc en septembre dernier. Alors, cela dit,
il y a aussi le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Et on sent que tout ça aujourd'hui n'empêche pas d'en arriver à cette situation de reprise des hostilités qui ont fait donc déjà plus de 50 000 déplacés. Selon vous, quelles peuvent être les prochaines étapes de résolution de ce conflit-là? La première chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est le droit inaliénable de la RDC et de ses autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer l'autorité de l'État. Cela signifie que si une zone du territoire national est sous contrôle par une armée étrangère ou par un groupe armé, il est du devoir des autorités de faire en sorte que la sécurité y revienne, indépendamment des processus qui sont en cours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait que la diplomatie, évidemment, garde toute sa place. Elle est même, je dirais, souhaitable. C'est pour cette raison d'ailleurs que tant que toutes les voies de recours n'auront pas été épuisées, on ne pourra pas envisager une guerre totale, devrais-je dire, pour laquelle, évidemment, le grand perdant serait la sous-région. Je pense qu'une RDC stable profiterait à la sous-région. La RDC est sur plusieurs zones de développement économique. On a la SADC, la CEASC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est et le COMESA notamment. Et donc une RDC qui voit toute une attention se porter par rapport à sa situation interne et qui a besoin véritablement d'être sécurisé à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il va falloir trouver des mécanismes permettant non seulement à la RDC de recouvrer, je dirais, l'intégrité de son territoire, mais il y a des choses qui resteront non négociables. C'est bien évidemment le droit légitime de la RDC à se défendre face à toute agression extérieure. Alors, vous parlez de mécanismes qu'il faudrait peut-être mettre en place. Quel devrait être ce type de mécanisme-là? Parce que là, quand même, la situation dure et perdure. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été affirmées de part et d'autre. D'un côté, vous avez bien évidemment le gouvernement qui estime, et à juste titre, puisque des rapports onusiens le confirment, qu'il y a un soutien extérieur à l'activisme du M23. Et de l'autre côté, vous avez le Rwanda qui continue à marteler que la RDC combat aux côtés des FDLR, mettant en évidence la situation qui serait précaire, en tout cas de la minorité Tutsi. C'est un discours de victimisation qui trouve un certain écho dans certains milieux, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout opérant, je dirais même inopérant, pour la simple et bonne raison que nous avons d'un côté une rébellion Hutu qui a été défaite et qui ne constitue plus une menace, et puis de l'autre côté, vous avez un fonds de commerce qui continue à être alimenté par le Rwanda. C'est pour cette raison que l'on a mis en place au niveau de la CIRGL un mécanisme conjoint de vérification élargi pour regarder effectivement quelles sont les positions des uns et des autres. Au niveau de l'initiative de Luanda, une initiative similaire a été mise en place là aussi. Mais encore une fois, il est important qu'il y ait des résultats et que toutes les parties en présence puissent effectivement jouer le jeu. Je dois admettre aujourd'hui, tout en étant le plus neutre possible, que la partie congolaise est plutôt de bonne foi et qu'il y a malgré tout des velléités expansionnistes et des tentations hégémoniques qui sont malheureusement imputables au Rwanda lorsque l'on regarde l'évolution de la situation sur le terrain. Alors, l'Union africaine a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Justement, quel peut être aujourd'hui le rôle que l'Union africaine peut jouer? Je rappelle que le président Félix Tshisekedi était l'année dernière le président en exercice de l'Union africaine. Actuellement, c'est le président sénégalais Macky Sall. Quel peut être le rôle de l'Union africaine dans cette situation? Quand vous regardez l'évolution des situations dans ce pays et quand on regarde un peu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, l'Union africaine a plutôt délégué la gestion de ce type de crise aux organisations régionales ou sous-régionales. Vous avez effectivement la CEDEAO qui est très active, notamment dans le dossier burkinabé, malien et guinéen. Et ici, on voit que la communauté des États d'Afrique de l'Est et l'Angola qui sont en première ligne. L'Union africaine, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, intervient un peu tardivement en demandant qu'il y ait un cessez-le-feu parce qu'elle ne s'est pas beaucoup impliquée ou en tout cas engagée dans la résolution de ce conflit. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Nous verrons comment les choses s'articuleront, mais moi je pense qu'il serait intéressant de mettre sur pied une facilitation ou une médiation qui pourrait être tripartite, avec notamment les Nations Unies, avec l'Union africaine si besoin en est, et une tierce partie qui auront, je dirais, les arguments nécessaires à faire valoir
pour essayer de ramener en tout cas à la table des discussions toutes les parties, avec évidemment des mesures contraignantes. Mais ce qui est certain, c'est que la RDC doit de toute manière défendre l'intégrité de son territoire et ça c'est non négociable. Vous avez évoqué tout à l'heure, parmi les partis à impliquer les Nations Unies, on sait que la MONUSCO est là depuis des années. Cela n'a pas permis de résoudre. Sur le terrain peut-être, mais au niveau diplomatique, il y a des choses qui peuvent être faites à condition que l'on ait dans cette tripartite, dans cette médiation tripartite, un pays qui soit en capacité de pouvoir influencer les positions des uns et des autres. Alors à ce propos, Washington a accusé ouvertement Kigali de soutenir le M23. On se dit toujours que la RDC, c'est comme encore une chasse gardée entre puissances. À ce niveau-là, comment impliquer en tout cas la communauté internationale dans son ensemble pour un rôle beaucoup plus efficace peut-être? Mais la communauté internationale n'a pas le choix. La RDC n'est pas n'importe quel pays. On parle quand même du pays solution. Et là, je fais évidemment un petit clin d'œil à ce qui va se passer dans quelques jours à Sharm el-Sheikh à l'occasion de la COP27. Mais la RDC est un pays aux dimensions continentales, aux richesses exceptionnelles et qui, bien évidemment, focalise l'attention de tous. Personne n'a intérêt à ce que la RDC soit affaiblie ou démembrée. Certes, il y aura toujours un jeu entre les puissances émergentes pour essayer de tirer la couverture de leur côté, mais au final, ce sont les Congolais qui seront les maîtres de leur destin. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas leur enlever. Une dernière question. Pensez-vous que malgré la complexité de la situation, une solution est encore possible? Une solution est tout à fait possible. Je rappelle que les dernières déclarations signées à Nairobi remontent au 12 décembre 2013. Pendant 8 ans, il n'y a pas eu de problème. On peut se poser la question de savoir pourquoi il y a des problèmes à l'heure actuelle. Le 21 juillet de l'an dernier a été annoncé et mis sur pied le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion, relèvement communautaire et stabilisation. C'est un programme qui permet de pouvoir démobiliser les groupes armés, de faire en sorte qu'ils se réinsèrent dans la société et contribuent évidemment à ce que le pays puisse avancer. Mais lorsque vous refusez un mécanisme qui va dans le sens d'un épanouissement de tous, il y a des questions à se poser et cela cache évidemment des intentions malveillantes. Merci à vous. Henri Nzouzi, je rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Afrique et promoteur du JT diplomatique. Merci d'être venu ici à Tanger dans nos locaux pour nous parler donc de la situation en RDC. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.